Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire, premier webinaire de l'année pour moi, en tout cas en ce qui me concerne. Salut Florine, Salut ça Christian, va tout? bonjour à tous. Je disais ça va? Ouais, premier webinaire Ouais. à Toulouse, ça va très bien. Et premier webinaire aussi de l'année pour moi. Bonjour Antonio, bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonjour Vincent, bonjour à tous. Pas mal de monde aujourd'hui. Bah, c'est un sujet qui doit intéresser pas mal de monde. Alors on a eu ces derniers temps chez Marketing pas mal de projets de ce type-là, avec beaucoup de questions des clients sur ça veut dire quoi de migrer de Salesforce vers HubSpot. Et on s'est dit, bon, bah tiens, on va essayer d'y répondre une bonne fois pour toutes. Alors, ça va dépendre pour chacun d'entre vous, ça sera sûrement différent. Mais c'est de vous apporter un maximum d'informations sur comment est-ce qu'on anticipe ce projet-là, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire, en quoi c'est intéressant et comment est-ce qu'on s'y prend. Donc, c'est un sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui avec Florine. Donc, moi, je suis Christian Neff, je suis consultant senior et fondateur de Marketing. Et puis, je suis avec Florine, si tu veux dire un mot. Oui, moi je suis consultante RevOps et j'accompagne du coup les clients de Marketing dans la mise en place d'HubSpot et puis certains projets, on a affaire effectivement à des migrations Salesforce ou autres outils de la suite d'ailleurs comme Pardot. Voilà, c'est notre quotidien. Et en ce moment, tu fais des projets de migration où on a 4, 5, 6, 7 pays différents. Exactement, ouais, 3 millions de contacts, enfin voilà, des gros volumes. Donc, on sait le faire sur Ouais. 5, 6, 7 users et aussi sur 5, 6 dizaines de users aussi, quoi. Donc, typiquement, on va avoir l'occasion d'en parler. Marketing, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, juste rapidement en quelques mots, hein, ça fait une dizaine d'années qu'on existe, on y arrive. On a une quarantaine de personnes qui travaillent chez nous aujourd'hui, principalement dans toute la France, sur les problématiques RevOps, donc CRM, marketing, API, et aussi sur la partie grosse, hein, donc acquisition, activation, un peu plus de 400 clients, et puis on a un gros partenaire HubSpot, hein, et puis évidemment un partenaire Calliope, parce que souvent ces sujets de transition d'outils, ça s'accompagne aussi d'actions de formation des équipes sur lesquelles on a pu imaginer des dispositifs de manière très synthétique. Effectivement, on va accompagner des clients sur plein de sujets. On va faire du conseil, du métier d'intégrateur, du métier d'accompagnement agence, autant sur la partie ops que sur la partie grosse et sur la partie formation. Alors, ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est principalement effectivement le sujet de comment est-ce qu'on migre de Salesforce vers HubSpot. Et pour ça, effectivement, on a voulu couvrir un certain nombre plusieurs angles différents, mais un premier sujet sur vraiment pourquoi migrer. Parce que ça aussi, à un moment, une migration, ça reste un projet informatique. Alors même si on avait déjà un CRM avant, et demain, on aura aussi un CRM qui sera du coup, en l'occurrence, HubSpot CRM. Bah, il y a des choses à prendre en compte et parfois on a plein de croyances de c'est pas faisable, c'est compliqué, c'est cher, etc., etc. Mais on voulait un petit peu aussi vous donner les clés pour comprendre ce type de projet-là et ce que ça implique. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aussi quand à un moment on se lance dans cette démarche-là, en termes de ressources, en termes d'étapes, et de manière très concrète, comment ça se passe, hein, par quoi on commence. Et là, souvent, c'est vrai qu'on a une idée générale, bah, il va falloir migrer ces données, il va falloir former les users, mais c'est parfois un petit peu artisanal et ça reste quand même des outils différents. Donc, il y a des choses qu'il va falloir repenser aussi. Donc, tout ça, on va essayer de vous donner quelques axes de réflexion pour vous rassurer, vous donner envie de le faire, parce que c'est aussi l'enjeu de ce webinaire-là. Et puis, d'une manière générale, vous donner le meilleur éclairage possible sur cette thématique, si jamais c'était quelque chose que vous envisagez aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les pop-up dans le chat. Je ne sais pas si le son est correct, si vous m'entendez bien. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. On va essayer d'être plus performant sur le sujet, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On essaiera, si on peut, de les prendre au fil de l'eau et sinon on les traitera également à la fin. Alors, pourquoi migrer Rappel quand même, parce que voilà, HubSpot, c'est une solution, c'est pas que du CRM. Hein. Aujourd'hui, chez HubSpot, HubSpot est historiquement très connu pour sa brique marketing. Hein. Marketing, c'est email, landing page, workflow, acquisition, très inbound marketing. Maintenant, il y a aussi HubSpot CMS, donc le site internet d'HubSpot que de plus en plus d'entreprises utilisent. Le vrai sujet qui nous intéresse ici, c'est la partie effectivement
CRM. Donc CRM, le système base de données avec les contacts, les comptes, les opportunités, potentiellement des objets custom qui va nous servir au quotidien d'outils de routine commerciale. Hein. On fait nos échanges, on fait nos mails, on fait nos appels, on crée nos tâches, on crée nos opportunités, on a nos reporting de productivité et de performance commerciale. Et on a du coup finalement un lien qui est assez fort dans ces trois ensembles. On aime bien dire que ça, c'est la colonne vertébrale finalement de la stack sales marketing d'un client. Donc avec une forte accointance entre le site internet, l'outil de marketing automation, les landing pages et le site. Et de nouveau, si c'est bien pensé, une forte proximité entre l'outil de marketing automation et le CRM. Et on s'est rendu compte sur les dernières années qu'on avait de plus en plus de clients qui avaient adopté HubSpot Marketing parce que c'est un super produit, c'est facile à utiliser, ça se branche bien à Salesforce. Et qui se sont dit, tiens, autant HubSpot Marketing, c'est super cool, ça marche bien, autant Salesforce, dès qu'on veut faire des changements, c'est un peu compliqué, c'est difficile à utiliser, et puis on l'utilise finalement pas tant que ça. Et ça commençait à lever des questions vu qu'on a déjà un HubSpot Marketing qui ressemble à un CRM, comment est-ce qu'on pourrait peut-être aussi migrer tous nos commerciaux dedans? Et ça a fait son chemin. Et autant il y a 5-6 ans, on avait plus le chemin inverse de gens qui se disent je commence avec HubSpot CRM, puis c'est plus assez performant et je passe sur Salesforce. Aujourd'hui, on a plutôt le chemin inverse de gens qui ont effectivement Salesforce, pas très custom, pas très adopté, qui se disent il n'y a pas un coup à faire finalement et passer sur HubSpot. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. HubSpot ayant aussi pas mal bodybuildé son CRM, hein, puisque c'est pas du tout les mêmes entreprises, et je trouve que c'était aussi intéressant de le rappeler ici. Salesforce, c'est un mastodonte, hein, c'est une boîte qui fait des acquisitions, ils ont racheté Slack, ils ont racheté anciennement ExactTarget qui est devenu Pardot, ils ont racheté pas mal d'acteurs de la BI aussi. C'est 30 milliards de CA, hein, pour vous donner un ordre de grandeur, là où HubSpot, on est plutôt sur l'ordre de grandeur du milliard ou des 2 milliards à venir. C'est quand même pas les mêmes dimensions d'entreprise, c'est pas le même historique, c'est pas les mêmes typologies de comptes. Salesforce va être sur toute la chaîne de valeur et aussi très enterprise, B2C, B2B. HubSpot va être plus bas généralement dans le marché sur des forces de vente qui vont être 10, 20, 30, 50 users. Quand on commence à faire des déploiements avec 200, 300, 400 users HubSpot, c'est des gros déploiements. Donc ces deux entreprises qui sont assez différentes sont vraiment en train aujourd'hui de se bagarrer dans le cadran en haut à droite, hein, c'est là où on a envie d'être. Donc c'est vraiment des gens qui aient des offres en tout cas qui se benchmarkent et qu'on voit de plus en plus s'affronter, et aussi avec des philosophies technologiques qui sont un petit peu différentes. HubSpot, c'est un produit qui est complètement propriétaire, hein, donc on a construit. La personne qui a demandé effectivement la source du graphique précédent, c'est G2 Crowd. G2 Crowd, c'est un outil américain qui donne sur la base des avis des clients, hein, G2, donc la lettre et le chiffre, ça donne une vision de ce type-là sur la base du feedback des utilisateurs. Alors, on peut avoir ce tableau-là pour différents secteurs d'activité, je crois, ou aussi taille d'entreprise. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les avis des gens qui utilisent le produit exactement. Et ce que je disais ici, c'était la philosophie effectivement des plateformes qui est différente. Un HubSpot, c'est un produit qui est construit complètement par HubSpot, hein, c'est-à-dire qu'ils ont construit le corps, la base de données, les fonctionnalités. Et quand on est dans un HubSpot CRM et quand on est dans un HubSpot marketing, on est dans le même dataset, on est dans la même plateforme. Et on va le voir finalement, c'est plutôt qu'on a accès à HubSpot, c'est que autour de cette base de données qui est HubSpot CRM, je vais avoir des fonctionnalités qui vont graviter de type marketing, de type service client avec des tickets, du NPS ou avec des fonctionnalités commerciales autour de la donnée. Donc, c'est finalement une philosophie qui est assez intéressante parce que voilà, que je sois marketeur ou que je sois sales, à un moment, j'envoie des mails, j'adresse des contacts et des comptes. Là où Salesforce, on est sur une histoire qui est différente puisque Salesforce, voilà, Sales Cloud, le produit historique, a derrière été enrichi avec beaucoup d'acquisitions. ExactTarget, par exemple, qui est Pardot pour certains d'entre vous qui peut-être l'utilisent. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'utilisent, qui est un produit qui a été acheté et qui aujourd'hui s'accole. Et donc finalement, un Salesforce Sales Cloud et un Pardot, c'est finalement pas si bien connecté que ça, parce qu'il y a historiquement aussi deux produits différents qu'il faut connecter et qu'il faut synchroniser, même si ils sont tous sur la bannière bleue Salesforce.
Donc ça, en termes de philosophie, ça va avoir différentes conséquences, hein. Donc un HubSpot, ben, c'est une plateforme tout en un, donc il n'y a pas de sujet de synchro, hein. Quand on a demain du HubSpot marketing, service, sales, tout ça, ça se passe au même endroit avec des niveaux de gouvernance et d'accès qui sont un petit peu différents. On a beaucoup de connexions natives. Alors Salesforce aussi, hein. Salesforce a beaucoup de connexions natives, mais HubSpot, c'est vrai que on va avoir beaucoup moins d'intégration vu que bah, on a du sales, du marketing, éventuellement même du website au même endroit, avec du coup des fonctionnalités qui sont d'une manière générale hyper intuitives. Hyper intuitives en termes d'usage au quotidien. C'est-à-dire, vous voyez devant HubSpot, vous savez faire. Et si demain, à un moment, vous devez administrer un HubSpot, enlever un user, rajouter un user, créer un tableau de bord, changer une propriété, globalement, en une demi-heure, avec Google et avec quelques supports, vous devriez être capable de vous en sortir. Sur Salesforce, c'est pas la même ambiance. C'est un produit qui est plus informatique, qui est quand même plus lourd et qui demande généralement un accompagnement assez expert. Nous, les gens qu'on connaît qui ont Salesforce, qui s'en sortent bien, sont des gens qui habituellement aussi ont quelqu'un en interne qui administre leur Salesforce. C'est comme ça généralement que ça se passe bien. Sinon, ça veut dire intégrateur régulièrement avec du coup des délais et des coûts. Vu qu'il y a des délais et des coûts, ben, on appelle de moins en moins l'intégrateur. Du coup, il y a une dérive entre le besoin et le produit. Et l'adoption, elle baisse. Et puis, du coup, la data quality, elle baisse. Il fait encore baisser plus l'adoption. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, bah tiens, est-ce que c'est pas le moment de switcher? Donc, Salesforce, c'est un super produit. Mais c'est vrai qu'effectivement, cette un peu lourdeur informatique fait que parfois, ben, effectivement, on a des dérives. C'est généralement plus cher, hein, un projet Salesforce. Bon, là, c'est des coûts qui sont donnés par HubSpot. Ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, il faut les prendre dans son contexte. C'est pas systématique, hein. On peut faire des solutions pour 50 users à Salesforce avec 10 cas de paramétrage, hein, si on prend le standard et voilà, et on fait une formation et puis c'est terminé. Mais d'une manière générale, un Salesforce va être un produit qu'on va beaucoup customiser et du coup, ça va être très cher. On va faire plein d'intégrations. Là où un HubSpot, effectivement, bah, on va plutôt personnaliser une interface et éventuellement faire quelques connexions tierces. Donc, les projets informatiquement parlant sont beaucoup plus simples. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très symptomatique de la différence qu'on peut avoir entre les deux solutions. Et là où généralement, moi, ce que j'aime bien dire en termes de différence entre les outils, c'est que HubSpot, c'est la meilleure solution si HubSpot est suffisant pour vous. Et c'est vrai que vous allez être plus tranquille dans les évolutions, et notamment si vous avez une entreprise ou une startup qui est vouée à croître beaucoup. Ça veut dire que vous allez rajouter des équipes, vous allez rajouter des pays, vous allez rajouter des produits, vous allez rajouter des complexités. Donc, soit vous êtes dans du Salesforce et voilà, il vous faudra quand même beaucoup d'accompagnement pour pouvoir gérer cette montée cet ajustement continu du CRM. Soit vous êtes dans HubSpot et vous allez être plus autonome en fait dans ces ajustements et dans ces évolutions. Donc ça, c'est là où c'est vraiment deux philosophies, je pense, qui vont s'opposer. C'est sûr que si vous êtes un Panasonic ou une entreprise qui fait des climatiseurs, des télés, des téléphones dans tout un tas de pays avec des devises et que vous avez besoin d'un outil qui va être géré du marketing, des distributeurs, des intégrations hyper complexes avec du stock, des ERP, des e-commerce dans plusieurs langues, avec des milliers d'utilisateurs. C'est vrai qu'HubSpot, là, on sait qu'on va un peu taper dans le mur niveau possibilité de paramétrage. Et là, c'est certainement plus sur un chemin Salesforce, SAP, Microsoft Dynamics, ce type d'ambiance informatique. Effectivement, quand on va être dans des cas d'usage un peu traditionnels, ben, le CRM HubSpot est généralement la solution la plus favorisée. Donc, alors pourquoi changer de CRM? Là, tu as eu des expériences, toi, chez tes clients, Florine, sur ce qui déclenche finalement cette réflexion-là? Ouais, alors bah, en général, en fait, les clients se rendent compte que le Salesforce n'est pas bien utilisé. Typiquement, une partie des users qui n'utilisent pas bien l'outil, la data donc n'est pas complète et on arrive avec des reportings qui n'ont pas de sens, enfin au final, hein, parce qu'on ne peut pas s'appuyer dessus et l'entreprise n'a pas la possibilité de voir son forecast de chiffre d'affaires, ce genre de choses, quoi. Il y a ce côté-là, il y a le côté aussi où finalement ils n'utilisaient vraiment pas toutes les fonctionnalités. Donc comme tu l'as dit, un outil sursizé par rapport aux besoins. Et tout simplement la volonté d'être autonome en fait, hein, dans l'évolution de l'outil, le paramétrage et
et puis pour aller vers moins cher. Enfin, le but aussi d'un outil CRM, c'est la rentabilité. Enfin, c'est que le ROI soit le moins fort possible. Hein. Le plus fort possible. Donc voilà. Le plus fort possible. Oui, oui. Et effectivement, c'est le cas de certains des projets qu'on accompagne en ce moment où on a des économies aussi réelles. Hein. C'est qu'on a un CRM généralement sur les coûts publics. Alors HubSpot et Salesforce sur les coûts catalogue sont à peu près équivalents. Puisqu'on va être généralement, on va osciller entre 80 et 120 euros par personne par mois. Voilà, après, modulo les conditions que vous avez avec eux et le nombre de users. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez discuter directement avec les éditeurs. Donc, sur le papier, effectivement, on va observer à peu près la même chose. HubSpot a une grosse différence aussi, c'est qu'HubSpot a une notion d'utilisateur gratuit que n'a pas Salesforce. Salesforce, un user, si c'est une secrétaire qui se connecte une fois par an, vous allez payer un siège pour cette secrétaire qui se connecte une fois par an, sauf si vous commencez à lui donner votre mot de passe et votre mail, et en plus, de plus en plus, avec le SSO, c'est un peu compliqué à faire. Je ne parle pas de sécurité informatique, parce que bon, sinon, on en fera un webinaire en entier. Mais en tout cas, cette notion d'utilisateur gratuit permet en fait à des équipes commerciales où on a une centaine de users qui ont besoin d'accéder au CRM, d'avoir un projet hyper compétitif, parce que voilà, 20 vrais sales qui ont vraiment besoin d'un siège CRM et peut-être 30, 40, 50 sièges gratuits chez HubSpot, ça fait finalement 20 users pour 100 vrais utilisateurs du produit. Donc ça, c'est vraiment un argument aussi qui fait que j'ai plein de gens qui sous-utilisent le CRM. Et du coup, ça peut être intéressant de migrer vers HubSpot. Donc ça, on le voit de plus en plus. Comme tu le disais, cette logique d'autonomie et au fait aussi cette sensation d'utiliser du standard et du standard Salesforce pour utiliser que d'outils standards simples de j'ai des leads, j'ai des contacts, j'ai des comptes, j'ai des opportunités, où est-ce que j'en suis de mon pipeline, et puis j'ai 10, 15, 20 users qui travaillent comme ça. Effectivement, on se dit, plus j'ai pas d'adoption, peut-être qu'on va rationaliser un petit peu tout ça. Hein. Et c'est là, effectivement, où on voit cette logique de se dire, je vais gagner effectivement sur la notion de total cost of ownership, licence plus potentiellement derrière travail d'intégration, puisque nous, globalement, Marketive, quand on accompagne des clients sur des logiques CRM, passer la mise en œuvre, le rapatriement des données, la formation des équipes, on est sur des autonomies qui sont hyper fortes. Hein. Les clients vont d'une manière générale être très très autonomes dans les paramétrages qui vont être amenés à réaliser. Sur le prix, on a une logique dans HubSpot qui est assez simplifiée, parce que Starter, Pro et Enterprise, c'est les versions du CRM. Le CRM est gratuit, c'est-à-dire la base de données au cœur du produit, elle est gratuite. Dès qu'on veut vouloir faire des connexions avec les emails, les meetings, avoir plusieurs niveaux de pipeline, intégrer des produits, intégrer des devis, intégrer des complexités de gestion d'équipe, plus on va se diriger vers le haut du pricing. Là où sur Salesforce, effectivement, vous avez à peu près la même ambiance de complexité, mais plus derrière beaucoup de briques qui sont additionnelles, effectivement, en termes de reporting, de suivi, etc. Donc, le prix, il est toujours à intégrer dans sa globalité, généralement licence plus implémentation, plus coût de migration, plus délai aussi, parce que généralement, un coût de projet Salesforce, c'est plutôt l'ambiance, c'est 6-12 mois. Sur un projet HubSpot, c'est plutôt 6-12 semaines pour faire un parallèle. Et donc ça, c'est aussi potentiellement quelque chose qui peut avoir une conséquence sur l'ensemble du projet. Donc, en récap, Florine? Du coup, en récap de cette partie, ce qu'on peut se dire, c'est que les raisons en fait principales de migration, ça va être d'avoir une donnée donc qualitative au sein de votre CRM, l'occasion de migrer. Le fait de migrer, c'est l'occasion de réaligner tout ça. De pouvoir booster l'adoption du CRM par vos équipes commerciales et d'optimiser les coûts. C'est un peu les grandes lignes des raisons pour lesquelles on peut se dire qu'il faut faire cette migration. Ouais, et puis d'une manière générale aussi, quand on est dans un déficit d'adoption, tu le disais tout à l'heure, mauvaise data, mauvais usage, mauvais rapport, il y a une habitude qui se dit finalement, Salesforce, c'est un peu naze. Et du coup, en fait, il y a une image qui n'est pas liée au produit, mais qui est liée à l'usage finalement qui en a été fait, qui est un peu dégradé. Du coup, le CRM, c'est un peu le running gag de l'entreprise. Et pour un moment se remettre dans un axe de travail où le CRM est utilisé, les dashboards veulent dire quelque chose,
le fait de changer de CRM, ça permet de recréer l'événement en interne sur, voilà, on a un nouvel outil, donc Salesforce est terminé, maintenant on a un nouvel outil, il va falloir l'utiliser au carré pour effectivement avoir une data qui est correcte et éviter finalement ces usages du quotidien. On se dit, bon, on a le CRM, mais c'est finalement un carnet d'adresses de luxe où on va juste voir les piocher les contacts et éventuellement de temps en temps mettre une note. Là où Salesforce c'est complètement pas adapté. On va avoir un outil et on fait nos reporting à côté sur des Excel et on travaille que à l'extérieur avec des imports, des exports. L'idée là, c'est de travailler H24 dans le CRM avec un HubSpot par exemple, de faire nos meetings du lundi, nos reviews mensuelles, notre forecast, d'intégrer des solutions assez élaborées pour finalement que l'outil soit central. Un outil avec de la data quality qui nous permet de faire du reporting, du forecast et des actions sales marketing ciblées, efficaces et performantes. Donc généralement, c'est là qu'on intervient. Et alors, si on se projette un peu finalement sur les grands facteurs et à prendre en compte, c'est aussi est-ce que c'est faisable? Parce que voilà, HubSpot, comme on le disait, il y a peut-être quelques actions, quelques points qui sont moins customisables que Salesforce. C'est intéressant quand même au moment où on se dit est-ce qu'on y va, c'est d'établir en fait une expression de besoin ou un cahier des charges sur quand est-ce qu'on y va, qui va s'en occuper, de manière à le faire dans de bonnes conditions. Parce que sinon, les problématiques qu'on a sur Salesforce, on va juste les transférer dans HubSpot, mais on ne résoudra pas vraiment les choses. Et le sujet, il est aussi très souvent orienté process. C'est-à-dire une entreprise qui n'a aucun process, si vous dites, tiens, qui traite les leads, comment c'est organisé les équipes, c'est quoi le processus commercial, c'est quoi les étapes de la vente. Si globalement, à toutes ces questions-là, vous répondez, ça dépend, on va avoir du mal à avoir un paramétrage CRM qui va être efficace. Donc, on n'est pas obligé de tout processer. Il y a un certain nombre de choses qu'il est nécessaire en fait de templatiser et de processer pour que le CRM puisse se mettre au service de la data et de l'adoption. Et donc là, en fait, généralement, ce qu'on fait effectivement dans ces étapes amont, c'est d'être capable d'identifier tout ce qui va être spécifique pour se dire, tiens, est-ce que HubSpot y répond nativement? Est-ce que HubSpot y répond avec du paramétrage avancé? Est-ce que HubSpot y répond avec des intégrations tierces? Et du coup, quel impact sur le projet, quel impact sur le budget, quel impact sur la timeline? Et donc ça, c'est effectivement un travail qu'on réalise en avant-vente. Est-ce qu'il faut du pro? Est-ce qu'il faut du enterprise? Est-ce qu'il faut du operations hub? Pour pouvoir calibrer aussi le niveau de produit qui va être nécessaire et aussi l'implication que vont avoir les clients. Ça, de ton expérience, Florine, au niveau de l'implication des clients, c'est assez variable parce qu'en fait, c'est assez délicat dans une entreprise de gérer un projet comme celui-là. Un directeur commercial, il est là pour vendre, un commercial, il est là pour appeler ses clients. Et donc, finalement, qui le gère, ce projet de migration Salesforce? Alors, effectivement, en fait, on a plusieurs interlocuteurs de l'autre côté, enfin, côté client. On va avoir le CEO qui peut aussi intervenir, on a le DSI, on va avoir le responsable market, le responsable des équipes commerciales. Et en fait, l'idée, parce que chez Marketing, on fait toujours une phase de cadrage avec des ateliers pour justement se poser les bonnes questions et dessiner cette expression de besoin, ce cahier des charges. Là, du coup, en fait, on va convier les personnes clés au projet au cours des différents ateliers et on organise des sujets en fonction du temps aussi de chacun et des disponibilités. Hein. On organise les sujets de la meilleure manière pour que ça impacte le moins le client. Mais sachez qu'il faut quand même prendre en compte que ça va prendre du temps de repenser cette feuille de route. Donc, il faut se dégager du temps avant d'effectuer la migration. Donc, il vaut mieux au maximum anticiper la migration quand vous l'avez décidé pour éviter de faire en gros les ateliers de cadrage stratégique pendant la migration. Enfin, je pense qu'il faut laisser le temps à la réflexion pour optimiser les process en interne avant du coup de rentrer dans le vif du sujet technique de migration. Ouais, et puis l'erreur aussi parfois de ce qu'on rencontre, je trouve, c'est qu'on a quand même besoin de gens qui sont très au fait du processus commercial et de l'historique de l'entreprise et des usages sales de l'entreprise. Parce que des fois, on nous met à disposition un chef de projet externe, sous-traité, ou pire, quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise aussi, qui connaît autant que nous les process. C'est un peu délicat de naviguer comme ça. On a aussi besoin de contributions, d'insight, effectivement, sur ce que vous voulez réaliser, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est prioritaire, de manière à pouvoir vous conseiller proprement sur l'usage de vos pipelines,
le meilleur apport possible en termes de gouvernance, de KPIs, où est-ce qu'on met le curseur en termes de complexité, comment est-ce qu'on gère des ventes new business, des ventes en repeat business, des ventes récurrentes, comment est-ce qu'on va faciliter, enlever de la friction en fait dans l'ensemble du processus. Donc là, on a vraiment besoin de gens terrain aussi qui vont être capables de contribuer et qui ont envie de le faire. Et là, on essaye aussi, en termes de conduite du changement, d'identifier peut-être des gens qui sont moteurs, des gens qui sont constructifs, qui vont être des bons, soit pour créer un pilote au sein de l'organisation si c'est un gros projet, soit pour ramener les autres users si c'est effectivement une équipe plus réduite de 10, 15, 20 personnes. Donc ça, il y a aussi un côté psychologie derrière. Et finalement, acheter un outil et migrer sa donnée, c'est pas suffisant pour faire de ce projet-là CRM un vrai succès. Et ça, on l'a déjà traité dans d'autres webinaires aussi sur la partie adoption. N'hésitez pas à y revenir si vous avez des questions là-dessus. On pourra vous l'envoyer aussi en follow-up si jamais c'est des questions. Point d'attention souvent élaboré, abordé, c'est la notion je pense qu'il cristallise beaucoup d'attention, mais est-ce qu'on va perdre nos données? Comment est-ce qu'on migre? Et ce qui est parfois même plutôt une opportunité au final. Là-dessus, en effet, parfois on a tendance à vouloir tout migrer, mais il faut vraiment se poser la question. Quand on a, je sais pas, j'ai eu un client où c'était le cas, 20 000 listes statiques, est-ce que vraiment dans HubSpot on a envie de migrer tout ça? Bon, là, c'est plus un exemple marketing, mais c'est la même chose pour des données sales, hein. Est-ce que une donnée va être pertinente? Quelle est sa valeur ajoutée? Il y a aussi une notion de simplicité de migration ou pas, parce qu'il y a par exemple tout ce qui est activité, on va en parler tout à l'heure, mais tout ce qui est activité, les notes, les tâches, est-ce que ça, on a envie de le migrer? Voilà, en fonction de la complexité de la migration et de la valeur ajoutée, je pense qu'il faut vraiment se poser cette question-là. Et est-ce qu'on a envie de migrer des infos qui datent d'il y a 10 ans? Voilà, il y a des choix, je pense, à faire. Tout n'est pas bon à migrer. Et la data, finalement, est au cœur de tout ça, parce que dans Salesforce, on a une subtilité qui en est la notion de contact et de lead, hein, ce qui est un petit peu différent. Dans HubSpot, on a le contact, c'est le contact, hein, que ce soit un lead, que ce soit un contact, c'est le même référentiel. Alors, on peut avoir évidemment des niveaux de segmentation, de maturité, un équivalent du lead status, un équivalent du cycle de vie. On peut vraiment aller customiser son modèle de montée en maturité et de rapprochement du stade client sur des objets comme le contact, le compte et évidemment l'opportunité. Mais il y a une vraie réflexion à se dire comment est-ce qu'on transpose l'historique et demain, est-ce qu'on aura besoin, et ça va être le cas pour vos business à vous, si vous avez des secteurs d'activité où il y a de la complexité, je pense au légal, je pense à l'assurance, je pense à l'immobilier, je pense à tout un tas de business comme celui-là où on va avoir des objets tiers, des événements, des choses qui sont un peu plus compliquées que du contact, du compte et de l'opportunité, mais qu'on va devoir modéliser dans des objets custom et ce que ça va impliquer aussi. Et est-ce qu'on va avoir besoin d'intégrer peut-être une notion de CPQ, donc un outil de configuration d'offres qui va nous permettre d'avoir des offres avec de la dépendance. Je rajoute ce produit, j'ai automatiquement telle remise. Si mon client est basé en Angleterre, la devise va automatiquement être le pound dans ce qu'on va mettre en place, etc., etc. Donc, c'est bien d'assesser tout ça de manière à se rendre compte effectivement des impacts projets que ça va être capable d'avoir. Et ça, c'est légèrement un travail qu'on fait en avant-vente chez Marketive, avec lequel on travaille pour avoir la meilleure approche de migration et être capable de vous sortir un plan de déploiement de ce type-là, hein. On a derrière une vraie revue des cas d'usage. C'est ce qu'on appelait un peu plus tôt, finalement, cette phase atelier. Chez nous, on appelle ça du cadrage tactique. Durée variable en fonction de ce qu'on y fait vraiment, mais qui va être entre 4 et 12 semaines selon la complexité, la granularité de l'information, les automatismes à mettre en place, et qui nous permet derrière d'avoir un moment, une picture fine de ce qu'on va déployer à proprement parler, qu'on appelle le plan de déploiement technique, adossé à un plan d'intégration tiers lorsque c'est nécessaire, et qui est finalisé par une formation derrière des utilisateurs terrain de la solution. Et alors, sur HubSpot tout particulièrement, c'est des produits faciles à utiliser, hein. Quand on est un sales et qu'on est dans HubSpot et qu'on voit un contact, c'est facile de créer un mail, c'est facile de créer une note. On peut retrouver ces petits assez facilement. Donc, c'est pas forcément utiliser HubSpot qui est un sujet de formation, c'est utiliser HubSpot
conformément au process de l'entreprise. C'est-à-dire quand est-ce que je dois créer un contact, quand est-ce que je dois créer une opportunité, c'est quoi les règles quand mon opportunité elle est ouverte depuis plus de 15 jours. Et toutes ces règles-là, mis bout à bout sur 15, 20, 30, 40, 50 users, c'est hyper important en termes de process qu'elles soient respectées. Alors on peut mettre des règles, des automatismes, des alertes pour enforce cette policy. Mais c'est hyper clé parce que si vous prenez un CRM et que vous avez un sales qui fait jamais d'OPI ou qui décrète que quand c'est gagné, un qui les fait systématiquement dès qu'il appelle quelqu'un et un autre qui fait rien du tout, bah, votre forecast, votre pipeline, votre résultat, il veut rien dire en fait. Et donc au-delà de l'usage du produit effectivement sur lequel les gens étaient formés, c'est vraiment cette logique de, en termes de process, comment est-ce que je travaille quand je prospecte, quand je relance un client, quel pipe j'utilise quand c'est un client existant, quel pipe j'utilise quand c'est du new business, quel produit je dois attacher effectivement à mon devis, etc., etc. Donc tout ça, ça doit faire partie de votre démarche d'onboarding et de formation des équipes. Et c'est pour ça qu'on a des démarches aussi documentaires assez fortes sur plutôt des logiques de guidelines d'utilisation qui doivent pour nous systématiquement faire partie des usages et d'autant plus quand on a beaucoup d'onboarding de nouveaux sales pour faire en sorte que le CRM soit vraiment un succès. Donc, on a cette étape d'expression de besoin, on en a un petit peu parlé plus tôt sur effectivement tous les sujets qui vont être concernés, gouvernance, data, objets, process qui doivent être migrés. Et puis ce point-là aussi, je trouve qu'il est intéressant pour un moment corneriser les cas d'usage dont on veut parler, qui sont nos processus métiers. Là-dessus, quelques exemples. En effet, ce qu'on aime bien faire avec nos clients, c'est vraiment de rentrer dans leur process sales avant de migrer leur CRM pour comprendre les flux en fait. Donc typiquement, le premier exemple, la demande de démo sur le site, comment c'est géré, une fois que ça arrive dans le CRM, quel sales est attribué, est-ce qu'il y a une attribution automatique du lead en fonction de certains critères comme l'industrie, sur la gestion des leads inbound, si il y a une équipe SDR par exemple qui prend en charge ce rôle-là, ça va être de comprendre comment est géré le lead, qui est responsable à quel moment, comment s'organisent les passations entre les différentes équipes, par exemple entre une équipe SDR et une équipe sales, quelles sont les différentes étapes de qualification, par exemple avec l'utilisation, ça doit vous parler de la méthodologie BANT, donc Budget, Authority, Need et Timeline. Donc, on essaye vraiment de rentrer dans ces processus-là pour derrière, en fait, identifier qu'est-ce que ça signifie en termes de paramétrage dans HubSpot. Et généralement, on va se retrouver, alors on n'en fait pas 50, hein, on en a généralement entre 5 et 10, vraiment type de cas d'usage. Voilà quand j'ai un lead entrant, ce qui se passe. Voilà quand je prospecte et je génère un contact, voilà ce qui se passe. Quand j'ai derrière ma revue de pipe à faire, voilà comment ça va se passer dans HubSpot. L'idée, c'est de comprendre cette routine-là de manière à ce que l'outil soit adapté pour la traiter et qu'on puisse derrière effectivement avoir un plan de déploiement qui coche les cases et qu'on ne se retrouve pas à un moment, et ça arrive quand il y a des cadrages effectivement qui n'ont pas été très bien faits ou que les bonnes personnes n'ont pas été impliquées, on se retrouve en formation et dit ah bah tiens ça serait bien de faire ça, il faut absolument qu'on puisse faire ça. Ça c'est typiquement un process qui aura été mal géré ou qui aura été mal revu. On a besoin effectivement qu'au moment où il y a de la formation, pour qu'il n'y ait pas de défiance, pour qu'il n'y ait pas de résistance, pour qu'il y ait une bonne adoption, bah, qu'on soit avec un outil qui est en phase avec l'usage, qui soit clair, pas trop compliqué, pas trop simple, qui soit au bon niveau. Et un CRM, moi j'aime bien dire, c'est un CRM qui marche bien, c'est un CRM où il y a tout ce qu'il faut, mais rien de plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut, je pense, se focuser sur comment est-ce qu'on part de l'essentiel. Et une fois qu'on a cette base-là, on peut toujours imaginer en Ops de rajouter des choses, mais il faut que le corps soit hyper clean et utilisé à 100%. Et après, évidemment, il faudra faire de la recette avant la formation aussi, hein, s'assurer que la data, que chacun ait ses propres contacts et ses propres suivis, et qu'on puisse être en mesure de valider, tamponner effectivement ce setup pour qu'au moment où on fait cette formation d'une demi-journée, d'une journée, selon l'expérience aussi de l'équipe, qu'on soit hyper prêt et que les managers aussi, et ça c'est un moment hyper clé d'adoption, managers hyper sponsors du projet. Parce que si les managers sont là, ouais, moi je n'étais pas pour faire la migration, envoie-moi l'Excel comme d'habitude, etc. lundi,
vous êtes sûr que globalement, HubSpot, Salesforce, enfin, prenez CRM que vous voulez, plus 2 semaines, il n'y a personne qui le remplira. Aussi cool que soit l'outil, aussi bien paramétré que soit l'outil, on a vraiment besoin, et c'est aussi pour ça que les logiques d'adoption sont hyper complexes à maîtriser, c'est qu'on a vraiment besoin d'aligner toutes les planètes, people, process, technologie, pour être vraiment sûr de notre coût et faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc pas de panique, hein, c'est notre job. Nous, on est aussi là pour effectivement encadrer ce type de choses-là. Et donc une migration, c'est un peu plus que prendre de la data et la remettre dans une nouvelle machine. Et on va gérer généralement ce genre de choses-là entre 3 semaines et 3 mois. Évidemment, ça peut aller plus loin s'il y a plusieurs pays, plusieurs BU, etc., etc., où là, on va choisir peut-être de faire 2, 3 pays prioritaires en premier. Et ça, c'est des choses qu'on va être vraiment capable de vous accompagner en cadrage, Resolve, en build, en intégration, mais aussi derrière potentiellement en Ops. C'est une fois qu'on a créé le corps du projet, de venir faire des évolutions d'automatisme, des évolutions de tableau de bord, des évolutions de gouvernance qui vont vous permettre de tirer le maximum d'HubSpot. Et alors, en manière très simplifiée, ça ressemble à ça. Cadrage, implémentation, formation. Souvent, d'ailleurs, entre l'implémentation et la formation, il y a cette fameuse recette et ce chargement de data qui vise en fait à vous emmener et à vous accompagner sur comment est-ce que je passe d'un Salesforce vers un HubSpot. Et on a fait un petit point de loop sur la partie data parce que je sais que c'est vraiment aussi un point sur lequel Florine voulait aussi vous donner une idée de concrètement ma donnée, comment est-ce qu'elle passe d'un Salesforce à un HubSpot. Tu peux nous donner un peu d'éclairage sur ce point, Florine? Alors là-dessus, c'est assez simple. En fait, il y a 2 manières principales de migrer la donnée. Ça va être d'utiliser l'application native Salesforce HubSpot qui est dans la marketplace d'applications. Et donc, du coup, là, derrière, avec juste en appuyant sur un bouton, en gros, on peut sélectionner un objet, par exemple l'objet contact et l'objet lead, et le transférer dans HubSpot. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'on n'a pas de granularité. On ne va pas pouvoir choisir je veux migrer cette propriété, ce champ-là, et pas cet autre champ. Donc, en fait, on va privilégier cette méthode qui est très simple et rapide si votre modèle de données, donc tous vos champs ne doivent pas changer et sont propres et sont OK pour la migration. Donc, en général, ça se passe rarement comme ça. C'est vrai qu'on a souvent des migrations par chargement de fichiers manuels, donc tout simplement avec un export de Salesforce, un retraitement au sein de fichiers CSV et puis un réimport dans HubSpot qui nous permet de revoir en fait le modèle de données. Souvent, il y a des listes déroulantes qui doivent être revues. Il y a pas mal de retraitements à faire, des nouvelles propriétés ajoutées, des nouveaux champs. Propriété, c'est la nomenclature HubSpot, mais c'est la même chose. Et puis, on a aussi la migration des activités. Donc, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on veut migrer tout ce qui est notes, appels, email, les tâches, tout ce genre d'activités? Est-ce qu'on veut le migrer dans HubSpot? Et si oui, on va, par exemple, utiliser des outils de migration CRM type TrueJ. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et puis, au final, ça peut souvent être une solution hybride, en fait, un mix de ces 3 options. Ouais, et puis l'avantage aussi, c'est de se dire, quitte à refaire la cuisine et la salle de bain, autant choisir la bonne peinture, hein. Donc, l'objectif ici, c'est aussi de profiter de tout ce chambardement pour cleaner la donnée, hein, et pas réinjecter des vieux trucs, des mauvaises données. Peut-être se dire, tiens, c'est le moment aussi de dédupliquer nos contacts, de dédupliquer nos comptes, de s'assurer que tous les comptes qu'on met soient bons, que les emails des contacts existent encore et que, parce que des fois, enfin, combien de fois, quand on fait une migration, on a 20-30% de la base qui sont des bounce en fait, et HubSpot étant aussi branché très marketing, c'est quand même dommage de faire tout ce travail de process et tout pour réinjecter de la data qui est pas pertinente. Alors, c'est pas grave, à un moment, si on a la moitié de notre base qui est mauvaise, on supprime la moitié de notre base et on retravaille sur quelque chose de clean. Donc souvent, il y a une peur aussi de vouloir supprimer des trucs, mais souvent, c'est aussi nécessaire pour pouvoir avancer et y voir clair sur la donnée. Comme tu le disais, on est souvent dans quelque chose d'hybride et avec des retraitements, du cleaning et puis aussi de la traduction de propriétés. C'est-à-dire que dans le Salesforce, ça s'appelait comme ça ou c'était sur cet objet. Dans HubSpot, ça sera une étape de pipeline et ça sera comme ça. Donc, on fait aussi ce travail-là de transposition au regard de la meilleure manière d'utiliser les process dans HubSpot.
Donc ça, effectivement, c'est ce que tu viens de dire, hein, data loader version aussi Mano, et de manière à pouvoir avoir un scope hyper complet et de pouvoir mettre à disposition quelque chose qui va être efficace sur ce point-là. Donc data loader natif, hein, puisque HubSpot et Salesforce étant assez proches technologiquement, on va pouvoir faire des imports directement en se connectant à HubSpot et Salesforce directement depuis cette interface d'import qui fait partie de l'outil. CSV, j'ai envie de dire, ça on a tous l'habitude de voir ce que c'est, de faire effectivement de l'Excel et d'aller populer différents types d'objets. Et tout en prenant aussi en compte qu'on va pouvoir devoir souvent faire des associations entre les objets, c'est-à-dire qu'on ne veut pas nos contacts dans un coin, tous nos comptes qui flottent dans un autre coin et toutes nos opportunités qui flottent dans un autre coin. On a besoin que 3 contacts rattachés à l'entreprise qui est rattaché à une opportunité. Sinon, ça n'a pas de sens, hein. On va être vite très très limité. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut suivre, regarder et encadrer de manière à avoir quelque chose d'efficace. Et je te laisserai nous parler du récap. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait après? Ouais, et puis juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi, on a certains clients où parfois on choisit aussi la migration via API. Lorsqu'on a un gros volume de données, on se rend compte que finalement, pour créer, je sais pas, 10 millions de records par import, ça semble compliqué. Et donc, du coup, on choisit plutôt effectivement de retraiter la donnée dans un CSV, mais de l'importer via API. Donc, ça aussi, c'est une solution qui est possible pour les gros volumes. Et en conclusion de cette partie, effectivement, avant de migrer, c'est important de faire un gros clean, donc de demander à toutes les équipes de cleaner la data dans l'outil source, de bien identifier les différentes manières dont vous allez migrer la donnée. Donc, ça peut être de l'hybride, comme on vient de le voir. Et du coup, d'anticiper vraiment, ça, je pense que c'est un point vraiment clé, quoi, d'anticiper au maximum et de se laisser le temps de faire les choses bien pour la migration. Et puis après la migration, ne pas oublier effectivement de former les users. Ça, c'est un point qui est clé, et d'organiser les formations pour que ça impacte le moins possible le business. Donc typiquement, on finit la migration un jour, le lendemain, on organise les sessions d'utilisateurs, et puis comme ça, ils peuvent embrayer et utiliser le nouvel outil. Et puis, bien sûr, on s'en doute, ne jamais garder les 2 outils, parce que sinon, plein d'utilisateurs continueront à aller dans l'ancien. Donc, on supprime les accès à l'ancien outil et pas le choix, on y va, quoi. Ce qu'on appelle habituellement approche Big Bang. Typiquement, c'est ce qu'on favorise, hein, plutôt qu'effectivement d'avoir un pied à gauche, un pied à droite. C'est rassurant, mais honnêtement, c'est pas une super idée. C'est vraiment très confusant pour les équipes, et de toute façon, soit ils font à gauche, soit ils font à droite, mais du coup, on a un nouveau problème de data quality dans le nouvel outil, et c'est assez compliqué. Donc après, on a effectivement aussi tout un tas d'outils, d'automatismes, de data quality, effectivement, qu'on peut mettre en place pour aller identifier des sujets d'adoption de qui ne remplit pas l'outil, quelle entreprise n'est pas associée à un contact, quelle opportunité a une mauvaise date. En fait, l'idée, c'est aussi de créer des tableaux de bord au-delà de la performance et de la productivité, et qui vont nous permettre de suivre l'usage et de faire en sorte effectivement qu'on ait quelque chose de vraiment clean et de vraiment adopté, qui respecte les nomenclatures et qui respecte derrière tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir le meilleur niveau d'adoption possible. On arrive au bout de ce webinaire-là. Petit point aussi, je voulais en parler aussi. On a commencé à beaucoup travailler sur HubSpot sur des sujets de CPQ. Donc typiquement de configurateur d'offres assez avancé, parce que ça, c'était souvent aussi une limite, ça, entre Salesforce et HubSpot, hein, parce que Salesforce, on peut avoir un CPQ Salesforce qui nous permet d'avoir un outil d'interface de création de devis avancé avec des dépendances de produits, des catalogues, des prix de produits différents par pays, différents par type de compte, avec des bundles qui automatiquement vont rajouter des autres produits. Toute cette complexité d'offres et de contractualisation qui est un petit peu difficile nativement à intégrer dans HubSpot, on va l'intégrer avec des solutions type DLhub, donc en CPQ, qui sont nativement intégrées avec HubSpot. Et on commence à travailler pas mal dans cette direction-là, et c'était souvent un petit peu le petit point de friction qui faisait que HubSpot c'était un peu léger. Avec ce truc-là, c'est vraiment très complémenté, et à dispo pour en reparler aussi. On vous a mis ici aussi des webinars sur l'adoption
la partie implémentation CRM ou aussi une trame de cahier de charge d'expression de besoin, si ça vous intéresse aussi de réfléchir, ça veut dire quoi pour moi demain de migrer mon CRM. À dispo avec Florine pour en reparler d'ailleurs si vous avez des questions, si vous voulez reparler de ces sujets-là. Et si vous avez, je vois qu'on est effectivement un petit peu sur l'heure du déjeuner déjà. Donc n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn, nous poser vos questions par ce biais-là, ou nous contacter tout de suite directement chez Marketive et puis on vous répondra sans problème. Merci Florine. Merci beaucoup. Merci à tous. Et me reste à vous souhaiter un bon appétit. Et puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous parler de ce sujet-là. On se revoit bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.